Nouvelle vidéo. Enfin, nouvelle vidéo, alors petite vidéo tranquille, aujourd'hui je vais vous conseiller 10 films Netflix, parce que oui, pendant le confinement, j'ai eu le temps de regarder des films Netflix, et j'en ai regardé beaucoup, et c'est vrai que Netflix a la réputation de faire des films pas terribles, mais il n'empêche que dans ce gros catalogue de films estampillés Netflix, il y a de belles choses. Il y a de belles choses, il y a du beau cinéma, il y a de beaux réalisateurs, il y a de belles histoires, il y a de bons films. Donc aujourd'hui, je vais vous conseiller 10 films Netflix. Alors, tout Netflix confondu, hein, distribué, produit, les deux, tout ce qui est estampillé Netflix, quoi. Évidemment, la vidéo sera sans spoiler, puisque le but c'est de vous faire découvrir ces films, de vous donner envie de découvrir ces films, donc n'ayez crainte, pas de spoiler dans cette vidéo. Alors avant de commencer cette liste, j'aimerais vous rappeler que sur cette chaîne est disponible une vidéo sur Christopher Nolan, une vidéo qui m'a demandé énormément de travail et qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté. Donc si vous êtes devant cette vidéo et que vous aimez Christopher Nolan, n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo, à la liker et à la partager si vous l'avez aimée, et à commenter aussi la vidéo. Voilà, c'est très important parce que c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, j'ai envie qu'elle fasse le tour, qu'elle soit vue, qu'elle touche le plus grand nombre. Donc voilà, évidemment ne quittez pas cette vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et ensuite enchaînez avec les vidéos sur Nolan, et voilà, vous passerez un très bon moment. Du coup c'est parti, parlons Netflix, et on commence avec le premier film. Back off! If you don't wake up, you're gonna die. Jessie est un film réalisé par Mike Flanagan, à qui on doit notamment ça et ça. Donc un mec qui maîtrise le genre horrifique et qui le maîtrise plutôt très bien. C'est donc plutôt cool de l'avoir eu sur cette adaptation d'un des romans de Stephen King. Le film raconte comment Jessie va se retrouver menottée à un lit avec son mari mort à ses pieds et va tenter de s'échapper de ce piège tout en combattant différents démons qui vont naviguer entre passé, présent, réel et surnaturel. Le film est super intéressant visuellement, parce que c'est vrai que Mike Flanagan a tendance à travailler son image et à en faire quelque chose de très épuré et de très marquant. Le récit traite principalement des violences faites aux femmes, car dans le film, Jessie va subir toutes ces violences. On va se rendre compte dans le film qu'elle a été maltraitée de près ou de loin par tous les hommes qui sont entrés dans sa vie. Et le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à s'émanciper et à faire face à ces hommes qui sont terrifiants pour elle, qui représentent quelque chose de terrible, une oppression qu'elle va vivre et subir tout au long de sa vie, notamment à travers son mari qui aura un rôle très important dans le film. Et c'est ce qui est intéressant dans le film, puisque elle est prisonnière de cette chambre, enfermée et menottée à ce lit, mais elle est aussi prisonnière de sa condition de femme. Et pour échapper à cette condition, elle va devoir se battre et vaincre tous ses démons, au sens propre comme au sens figuré. C'est des thématiques qu'on retrouve très souvent dans les films hollywoodiens de ces dernières années, mais c'est généralement traité à la truelle. Je vous citerai pas les Captain Marvel et autres Ocean's 8 qui ne sont ni faits ni à faire. Ici c'est différent, c'est beaucoup plus subtil, le film oscille entre réel et surnaturel pour nous faire comprendre son propos. Qu'est-ce qui effraie Jessie? Qu'est-ce qui lui fait peur? Quels sont ses démons? Et comment doit-elle les combattre? Et tout devient très vite crédible, notamment grâce au jeu de Carla Gugino, qu'on connaît notamment à travers des seconds rôles de série B totalement stupides. Et c'est donc cool de voir une actrice très souvent sous-cotée avoir un rôle aussi marquant. Le film va donc mettre en avant ce travail psychologique du personnage principal qui va devoir faire table rase du passé pour pouvoir s'en sortir. Il y a toute une remise en question de ce personnage dans le film, et tous ces questionnements vont être mis en avant à travers différents genres, que ce soit le fantastique, l'horreur ou même le gore qui vont se mélanger de très belle manière. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est que le final, sans vous spoiler, est un peu trop explicatif. Voilà. J'aurais aimé qu'on navigue un peu plus sur ces questionnements, sur savoir sans savoir au final, se poser des questions, c'est ça que j'aurais aimé. Mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même, et je vous conseille de voir Jessie sur Netflix. Okja est un film réalisé par Bong Joon-ho, un réalisateur que je n'ai même pas besoin de vous présenter. Il raconte l'histoire d'amitié entre une jeune coréenne et un cochon géant qui va voir son destin basculer quand elle va se rendre compte que ce dernier n'a été élevé que pour une seule et unique raison, finir à l'abattoir.
Et Okja de Bong Joon-ho est toujours une des plus belles œuvres que Netflix ait produites. Et c'est là la force de ce réalisateur, c'est que même avec des œuvres destinées au grand public, il parvient à garder sa force de conviction. Il parvient à traiter ses thématiques habituelles, et à faire passer un message fort. Et en plus, il le fait avec une écriture ultra soignée et une mise en scène brillante. Le film traite des thématiques qu'on peut trouver un peu lourdingues, un peu faciles, comme le végétarisme, comme la dénonciation du capitalisme, comme l'écologie, la maltraitance animale. Et beaucoup vont trouver ce film très niais, au final. Mais ça, après, ça dépend de chacun, ça va dépendre de votre vision, ça va dépendre de votre vécu, de votre point de vue sur le sujet. Moi, je trouve que le film n'entre pas dans ce manichéisme auquel on aurait pu s'attendre. C'est-à-dire que Bong Joon-ho frappe partout. Voilà, il ne laisse personne sur la touche. Le film va s'en prendre aux grosses firmes et à leur com mensongère, notamment à travers l'intro qui est superbe, mais également aux militants écologiques qui, eux aussi, utilisent des méthodes plus que douteuses. J'ai vécu bon nombre d'émotions devant ce Okja, de la tristesse, de la peur, de la joie, une immense liberté, et de la peine, une peine incroyable. Bon, ça rejoint la tristesse, mais c'est vrai que le final du film est incroyablement poignant. Enfin, moi en tout cas, il m'a pris et il m'a pas lâché pendant des jours, quoi. Et c'est ce que j'aime dans ce film, c'est tout ce panel d'émotions, c'est-à-dire qu'on va passer par tous les sentiments possibles, et c'est un petit peu le résumé de la vie, au final. Oui, effectivement, je fais de la psychologie de comptoir, je sais. Certains ont cité Spielberg ou encore Miyazaki comme référence, et c'est plutôt vrai, puisque on a ce côté grand spectacle. On va penser forcément à la trame de E.T. avec ce cochon géant un petit peu différent, qui va être protégé par cette petite fille, par cet enfant. Tout ce côté émotionnel, attachement, histoire d'amitié improbable, tout ça, ça fait partie du cinéma de Spielberg. Et on va retrouver du Miyazaki à travers cet environnement totalement loufoque, ces personnages hauts en couleur, je pense notamment au personnage joué par Jack Gingold. Oui, je le prononce très mal, je sais. Et aussi Tilda Swinton, qui sont tous deux totalement barrés, ultra colorés, avec des vêtements limite cartoonesques. Et à travers ces deux personnages totalement fous, le film dénonce le capitalisme et justement la folie dans laquelle il entraîne les humains. J'aime beaucoup ce côté très grotesque, très tiré par les cheveux, ce côté limite satire, quoi. Oui, c'est une satire évidemment, mais je veux dire satire parodique, quoi, où on va exagérer tous les traits de tous les personnages pour bien faire comprendre le propos. Parce que c'est un film à prendre autant au premier degré qu'au second degré. C'est un film qui fait passer des messages, mais de manière, j'allais dire relativement drôle, il y a des moments assez drôles dans le film, c'est vrai, mais aussi complètement horrible, abject. Bref, c'est un grand film de Bong Joon-ho, un des meilleurs films de Bong Joon-ho pour moi, et c'est disponible sur Netflix, donc n'hésitez pas. People must remember that you are not God. You're only human. Les Deux Papes est réalisé par Fernando Meirelles, à qui on doit notamment La Cité de Dieu. Donc autant vous dire que déjà, on part confiant. Le film nous conte l'histoire d'amitié totalement improbable entre deux hommes d'église que tout oppose. D'un côté le traditionnaliste Benoît XVI, et de l'autre le plus libéré, le plus ouvert, François Ier. Et le film nous présente cette dualité à travers une structure narrative ultra intéressante. Je veux dire, pas besoin d'être religieux pour être totalement happé par le film. On va être submergé par des dialogues savoureux entre deux hommes qui sont submergés par le doute et les remords, notamment à travers leur passé commun en temps de guerre et le rôle qu'ils y ont joué. Je parle bien sûr de l'Allemagne pour l'un et de l'Argentine pour l'autre. Évidemment, tout ceci est sublimé par le jeu d'acteur exceptionnel d'Anthony Hopkins et Jonathan Pryce, mais aussi par une mise en scène et un travail de découpage très intéressant. Chaque plan va raconter quelque chose, et chaque dialogue va être englobé par un lieu qui n'est pas anodin à la conversation. À partir des décors, du cadrage, et même du jeu de lumière, on va savoir où en sont les personnages, et quelles sont leurs pensées, leurs doutes, et vers où se dirige leur conversation. Il y a un véritable travail du décor dans ce film, et c'est vrai que tout est magnifique. Ils ont reconstitué totalement la chapelle Sixtine. On a aussi le droit de visiter la résidence d'été du pape, qui se trouve non loin de Rome, et qui moi personnellement m'a totalement enchanté. J'ai trouvé cette bâtisse magnifique. Puis la manière dont elle est filmée, justement, la manière dont elle est sublimée par la caméra, c'est grandiose, quoi, voilà. Et le film, c'est vrai, souffre d'un rythme assez écrasé à cause de ses flashbacks, mais il est aussi paradoxalement sublimé par ces derniers, puisque ce sont ces flashbacks qui vont nous faire prendre conscience de qui sont ces personnages, et de comment ils en sont arrivés là. Et c'est vrai qu'il y a un manque de rebondissement évident, mais tout ça va être comblé par une photographie fabuleuse, et par un humour inattendu. Je dois bien avouer que je me suis marré 2-3 fois devant le film, je vous dis pas pourquoi,
mais il y a des moments assez cool. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on humanise au possible ces personnages, histoire de nous faire prendre conscience qu'ils ne sont que des hommes. C'est vrai que l'image du pape est vachement iconisée, et c'est vrai qu'à travers ce film, on peut comprendre quel fardeau portent justement ces hommes-là. Et c'est là tout le propos justement du développement du personnage de Benoît XVI, qui lui est totalement fatigué par toutes ses responsabilités. Le but ici n'est pas de choisir un camp, car même si le film se concentre un peu plus sur le pape François Ier, les dialogues ne sont pas là pour nous faire choisir. Évidemment qu'il y a une dualité dans les dialogues, évidemment qu'il y a un parti pris évident pour les deux hommes. Nous, en tant que spectateurs, on va simplement écouter deux personnes dialoguer sur des sujets divers et variés, et on va y prendre beaucoup de plaisir. On va essayer de comprendre leur point de vue à tous les deux, et qu'est-ce qui fait qu'ils ont justement ce point de vue différent. On a une trame qui est loin d'être classique, c'est vrai, et qui pourra en rebuter plus d'un. Mais malgré tout, je vous conseille de vous lancer sur ce film, Les Deux Papes, puisque c'est un objet assez intéressant et plutôt différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et puis il y a Anthony Hopkins, je veux dire, à partir d'un moment, Anthony Hopkins, c'est... voilà. T'as pas besoin d'avoir d'autres arguments, quoi. Donc n'hésitez pas, Les Deux Papes. Non! Ah! Et pan! Dans les dents! Ils sont pas attelés? Pourquoi ils sont pas attelés? Je croyais qu'ils étaient attelés! Je n'aurais jamais fait ce que je viens de faire si j'avais su qu'ils n'étaient pas attelés. Klaus est le premier film d'animation estampillé Netflix, et on peut dire que pour un premier film d'animation, ils ont fait le bon choix. Le film réinvente la légende du Père Noël de la plus belle des manières à travers le personnage de Klaus, vieux bûcheron un peu grincheux, et Jesper, gosse de riche qui va apprendre la dureté de la vie à travers une quête initiatique qui va l'amener vers un village totalement ravagé par l'individualisme et la pauvreté. Le récit offre un tout nouveau point de vue à cette histoire du Père Noël distribuant ses cadeaux. Il va donner des réponses aux questions qu'on se pose sur ce personnage mythique, jusqu'à nous offrir une fin ouverte qui m'a personnellement bouleversé. Et c'est vrai que tous ces personnages hauts en couleur, Jesper, Klaus, Alva, vont être mis au service d'une histoire tout aussi mélancolique que féerique. Et au-delà de ça, on va poser des questionnements très intéressants, notamment le fait qu'un geste de bonté n'est jamais désintéressé. Et ça, on pourra s'en rendre compte notamment à travers l'égoïsme du personnage principal. Et très franchement, le film est merveilleux dans tous les sens du terme. Il parlera aux plus petits comme au plus grand. C'est un film familial dans le sens le plus pur du terme, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Et si ce film est autant génial, c'est aussi grâce aux prouesses techniques et au travail d'orfèvre. Car il aura fallu 3 ans à Sergio Pablos pour finaliser une animation 2D totalement impressionnante. Une animation 2D faite à la main. Et cette animation artisanale faite à la main, je le rappelle parce que c'est très important de s'en rendre compte, à quel point c'est compliqué de faire ça et à quel point ça demande un travail dantesque, à savoir que Sergio Pablos a également travaillé avec Disney dans les années 90, notamment sur Notre-Dame de Paris, Tarzan et Hercule, donc le mec s'y connaît. Hein. Mais là c'est vrai que toute cette animation est au service d'une photographie ultra inspirée et magnifique. Et ce petit bijou espagnol prouve que l'animation européenne n'a absolument rien à envier à l'animation américaine. Et c'est vrai que Netflix a ses défauts, mais dans ces moments-là, personnellement, je suis content que ça existe. Puisque ça offre l'opportunité à des films comme Klaus d'exister. Puisque c'est un film qu'aucun distributeur n'a voulu et qu'on n'aurait jamais pu voir sans Netflix. Donc n'hésitez pas, parce que s'il y a bien un film à découvrir en cette période de fête, c'est bien celui-ci. Et puisqu'on navigue sur le cinéma espagnol, continuons de naviguer de plus belle vers le prochain film. Bon, là, on est clairement sur l'ovni de la liste. Errementari est un film basque réalisé par Paul Urquijo Alijo, dont c'est le premier film, et dont j'ai dû totalement charcuter son nom, et je m'en excuse. Le film raconte l'histoire d'un forgeron espagnol du 19e siècle, vivant au fin fond de la forêt et craint par l'ensemble de son village. En effet, ce forgeron serait maléfique, et aurait scellé un pacte avec un démon. Mais un beau jour, une petite fille innocente va pénétrer dans la propriété du forgeron, et découvrir son terrible secret. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaie de teaser un petit peu avec une petite voix, tout ça. Mais je crois que ça marche pas, je suis vraiment très nul en synopsis, hein, mais bon, voilà. Surtout que ce film est bien plus riche que ce simple postulat de base. C'est un film totalement loufoque qui mélange
plein de genres, un film fantastico, horrifico-comique, qui offre une mise en scène et une photographie qui m'ont personnellement épaté, surtout pour une première réalisation. L'atmosphère qui se dégage de ce film, la langue basque, l'énergie des comédiens, l'époque de la guerre carliste, l'univers biblique, bref, tout ça offre une richesse incroyable et comble quelques lacunes scénaristiques certes, mais qui ne gâche en rien le plaisir qu'on peut ressentir devant une œuvre aussi singulière. Ce style très hybride ne va pas plaire à tout le monde, je veux dire ça passe ou ça casse. Mais quand on décide d'accepter l'univers et de jouer le jeu, ben ça devient totalement génial. Et personnellement, les influences du film me parlent totalement, je veux dire on est à mi-chemin entre du Sam Raimi et du Guillermo del Toro, avec évidemment ce style espagnol très reconnaissable et qui offre une espèce d'exotisme à l'ensemble. Donc très franchement, que vous soyez amateur de genre ou non, bah ce film vaut le coup d'œil. Et c'est dommage que je puisse pas spoiler, puisque j'aurais aimé vous parler de, par exemple, de l'acte final, qui atteint, voilà, un paroxysme incroyable et comment dire, qui assume son propos jusqu'au bout, qui l'accepte, qui l'embrasse, et qui va jusqu'au bout du délire, quoi. Et c'est totalement génial. Moi je me suis régalé, voilà. Sur ce, film suivant. You having a good time? Yes. This is me. This is how I win. KJ, it's game night. You should be stretching out. What is he, a coach? Nah, he's just a fucking crazy ass Jew. Uncut Gem est réalisé par les frères Safdie, à qui on doit également Good Time, également disponible sur Netflix. Il raconte l'histoire d'Howard, propriétaire d'une bijouterie new-yorkaise, qui va voir sa vie totalement basculer quand il va recevoir une opale noire, une pierre précieuse qui va le faire entrer dans une spirale infernale dont il aura du mal à en réchapper. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Uncut Gem est un film fatigant. Et c'est voulu, puisqu'à travers la mise en scène des frères Safdie, on embrasse la condition du personnage, qui vit littéralement à 300 à l'heure. Et on ressent sur nous cet étau qui se resserre sur lui au fur et à mesure du récit. Le film est dans la même veine que le cinéma de Scorsese des années 70, très urbain, très brut, sans espoir. Mais il offre aussi des moments déstabilisants, des moments très gênants, dont notamment cette intro à base d'anus, dont je ne dirai pas plus. Voilà, hein, pas de spoiler. Et on pourrait se dire, dans un premier temps, que cette intro, par exemple, n'a rien à faire là. Mais on se rend compte avec le temps que chaque élément du film est totalement indissociable. Quelque chose englobé par un tout qui font de cette œuvre une œuvre unique. Une œuvre qu'on n'oublie pas. Ce polar va écrire ses lettres de noblesse durant sa dernière demi-heure qui, en termes de mise en scène, de tension et d'ascenseur émotionnel, vont au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Personnellement, j'étais littéralement en sueur, j'étais fatigué, j'en pouvais plus. Et tout ceci est bien entendu sublimé par l'extraordinaire performance d'Adam Sandler, qui trouve ici son plus beau rôle et qui endosse à merveille la tenue du loser sympathique, incapable d'accepter sa condition. Toujours à la recherche de ce shoot d'adrénaline qu'il craint tout autant qu'il désire. En gros, il nous fait son ciao pantin, pour parler comme un vieux. Et donc pour toutes ces choses, le film vaut le coup d'œil. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le voir, parce que vraiment, c'est un de mes chouchous de la plateforme. D'ailleurs, en parlant de chouchous de la plateforme, le prochain film aussi, et sans aucun doute, le chouchou number one. Ça va être compliqué de parler de Roma sans spoiler, tant le film est d'une richesse incroyable. Le 8e film d'Alfonso Cuarón est une fresque très émouvante, et une ode à son enfance, à sa famille, et à son pays. Un film qui a raflé en 2018 le Lion d'Or, ainsi que 3 Oscars dans la catégorie meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur film dans une langue étrangère. Un succès amplement mérité pour ce qui est du film le plus abouti de Cuarón. Le récit se déroule dans les années 70, au Mexique. On y suit une domestique qui va devoir faire face à sa condition au sein de la société, de par son rang tout d'abord, mais aussi son sexe. Car là est tout le propos du film, la place d'une femme dans une société patriarcale. Cléo va devoir se battre en permanence pour échapper à sa condition de domestique, et pour s'affirmer en tant que femme. D'ailleurs, sans vous en dire plus, le premier et le dernier plan se rejoignent dans l'évolution du personnage et dans son désir d'émancipation. Le premier plan va immortaliser un avion dans le ciel qui va se refléter à travers l'eau utilisée par Cléo pour nettoyer le sol. Et dès ce premier plan, on comprendra alors quelles sont les motivations et les désirs du personnage. D'ailleurs, la mise en scène est très contemplative, on va se retrouver plus d'une fois devant ces travelling extrêmement longs, mais pas pour autant inutile puisqu'ils font encore une fois écho au développement du personnage de Cléo, qui va être accepté par cette famille comme un membre à part entière,
sans vraiment l'être non plus. Les deux parties étant bloquées par cette frontière invisible qu'on appelle la classe sociale. Ce qui fait que Cléo ne sera jamais vraiment acceptée. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler. Le travail sur la photographie est totalement incroyable. Chaque plan raconte quelque chose. Chaque plan a un sens. La trame du film, effectivement, en ennuiera plus d'un puisqu'elle ne suit pas les carcans habituels. Mais pourtant, et paradoxalement, elle permet au film d'atteindre son statut d'œuvre d'art, totalement. Voire carrément, n'ayant pas peur des mots, de chef-d'œuvre. Car cette mise en scène et ce parti pris narratif, c'est toute la force du film. Et effectivement, on peut ne pas l'accepter et ne pas apprécier ce qu'on voit, mais malgré tout, on ne peut être qu'admiratif face à une telle maîtrise. Enfin, moi en tout cas, je l'ai été. En plus, le film va chercher une tension insoutenable lors du dernier tiers qui a personnellement fini de m'achever, et qui a propulsé le film à mes yeux vers quelque chose d'encore plus grand. Et pourtant, je suis pas un aficionados de Cuarón, je veux dire, il a pas réussi à me convaincre avec Gravity. Gravity est un film que je n'ai pas aimé. Et pourtant, Roma, lui, a totalement fini de me convaincre. Et c'est un film que j'aurais aimé voir sur le grand écran, mais c'est là tout le paradoxe de Netflix, c'est-à-dire que oui, on a envie de voir ce film sur le grand écran, mais en même temps, s'il n'y avait pas Netflix, on verrait pas ce film du tout. Donc entre pas le voir sur grand écran et pas le voir du tout, le choix est vite fait. Donc on peut être reconnaissant auprès de cette plateforme qui, encore aujourd'hui, a l'audace de laisser s'exprimer un auteur. Et c'est grâce à ça qu'on peut découvrir des films comme Roma. Voyez Roma, hein, voilà. S'il y a bien un film à voir sur Netflix, c'est Roma. Du coup, sans transition... Tonight is our night. You don't have a single chance of making it. Stop laughing, I'm trying to fight you! Bon, je vais être rapide sur celui-là parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais j'avais quand même très envie de le mettre dans cette liste. Parce que j'avais envie de vous le conseiller, parce que c'est un film sur l'Eurovision quand même. Et c'est vrai que là, comme ça, de but en blanc, un film sur l'Eurovision, ça donne pas forcément envie. Et pourtant, ce film-là vaut totalement le détour. En tout cas, c'est un film que j'ai découvert pendant le confinement, et c'est un film qui offre une vraie bouffée d'air frais, en tout cas, dans ce genre de situation. Peut-être que si je l'avais découvert en dehors du confinement, et bien avant que tout ceci arrive, peut-être que j'aurais moins apprécié ce film. Mais là, en étant confiné depuis des semaines et des semaines, voir ce film, voir tous ces paysages islandais, et rire devant cet humour totalement potage, totalement débile, ça m'a fait du bien, et ça m'a fait... Voilà, c'était agréable. C'était un moment très agréable. Et voilà pourquoi je vous conseille ce film aujourd'hui, parce que c'est un film agréable. Et ça fait du bien parfois. En gros, le film raconte comment deux Islandais vont se retrouver par inadvertance à concourir pour leur pays à l'Eurovision, alors que très franchement, de base, ils n'avaient rien à faire là. Et ce film est une simple occasion de rire, et par la même occasion de découvrir cet univers assez loufoque qu'est l'Eurovision, mais aussi toute la culture islandaise, et ses magnifiques paysages. Même s'il n'y en a pas des tonnes, mais quand même. Le tout porté par de superbes comédiens, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, que je trouve personnellement magnifique, je veux dire, dans ce film. Comment dire ? C'est un homme qui vieillit extrêmement bien, et j'adorerais vieillir comme lui. Bon, j'adorerais aussi avoir son physique, même jeune, hein, je vous cache pas, mais... Voilà, je trouve Pierce Brosnan magnifique à son âge, et c'est un homme superbe. Et bien entendu, Will Ferrell, qui est à lui seul une bonne raison pour regarder un film. Donc voilà, j'ai trouvé ça ultra galvanisant, j'ai trouvé ça très frais, très entraînant, et assez émouvant par moments aussi, parce que c'est là la force du film en fait, il développe des personnages ultra attachants, dans un univers assez intéressant. On a toute une dimension mystique autour de l'Islande et de ses traditions, mais on découvre également les coulisses du concours de l'Eurovision qui se veut bien trop superficiel pour nos deux personnages principaux, qui sont eux plus vrais que nature. Il y a ce côté assez loufoque qu'on va retrouver très souvent dans la filmo de Will Ferrell, où on va être face à des situations totalement tirées par les cheveux, totalement incohérentes et impossibles, mais mis dans ce contexte et joué de la manière dont c'est joué par Will Ferrell, ça passe et c'est drôle en fait. Donc voilà, une excellente surprise, rien d'incroyable, hein, rassurez-vous, mais quelque chose d'assez fun. Si vous avez envie un petit peu de rigoler, de passer une bonne soirée, que ça va pas trop dans votre vie, ce film-là est très bien. Du coup, restons dans la comédie et parlons du prochain film. God damn, Dolomite. Great God in heaven, you know Cut! Was it good as shave?
Dolemite Is My Name est un biopic sur le succès retentissant de l'humoriste afro-américain Rudy Ray Moore, alias Dolemite, dans les années 70. Une époque où la blaxploitation est en plein essor et où Dolemite va s'en servir pour réaliser son premier film. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la blaxploitation, je vais vous résumer ça assez rapidement. En gros, c'est un mouvement culturel né dans les années 60 et qui a pour but de revaloriser la place des Noirs dans la fiction, qui sont très souvent, en tout cas à cette époque-là, cantonnés à des seconds rôles plus que douteux. On est sur un schéma narratif classique qui va suivre la success story d'un homme, mais aussi ses craintes, ses doutes et ses inspirations. Et le plus intéressant du film, on va le retrouver durant le deuxième tiers, où on va assister à la réalisation d'un film. Et le film en question, c'est le film Dolemite, qui est sorti dans les années 70, et qui est encore aujourd'hui considéré comme un véritable nanar. Et c'est là d'ailleurs que ça en devient drôle, puisque le film en joue, et à travers la conception de ce film, justement, enfin du film dans le film, dans cette espèce de mise en abîme, c'est compliqué de vous en parler en parlant du film et du film, parce que le film s'appelle Dolemite des années 70, et ce film-là s'appelle Dolemite, donc voilà. Mais en gros, dans ce film Dolemite Is My Name, le personnage de Dolemite réalise un film qui s'appelle Dolemite. Démerdez-vous avec ça maintenant. Enfin bref, en tout cas c'est intéressant puisque c'est vrai qu'on va découvrir toute la conception d'un film de ce genre en tout cas. Le film rit justement du fait que le film des années 70, Dolemite, est considéré comme un nanar, et c'est véritablement un nanar, mais qui a quand même connu un succès commercial assez énorme pour l'époque, et assez énorme pour un film de la blaxploitation. Mais le film signe surtout le retour d'Eddie Murphy après 8 ans d'absence au cinéma. Et on peut dire qu'il ne revient pas pour rien, puisque son talent n'a pas pris une ride, tout comme lui d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et c'est assez savoureux de le voir jouer à nouveau au cinéma, et de le voir accompagné d'une pléiade de second rôle tout aussi géniaux. Et je pense notamment à Wesley Snipes, qui va jouer un réalisateur égocentrique, qui va totalement voler la vedette dans le film. Franchement, rien que pour les interprétations d'Eddie Murphy et Wesley Snipes, le film vaut totalement le coup d'œil. C'est deux acteurs d'une autre époque, et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de les revoir sur le devant de la scène, puisque leur talent est toujours là, et n'est jamais parti, et de toute façon le talent ne disparaît jamais au final. Encore un petit peu de psychologie de comptoir, ça fait toujours plaisir. C'est aussi intéressant d'être témoin de cette partie de ce qu'était Hollywood dans les années 70, parce qu'on parle beaucoup du nouvel Hollywood dans les films, mais on parle moins de l'explosion de la blaxploitation. Donc rien que pour ça, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, Dolemite Is My Name est un très bon biopic, très intéressant, et un film que je vous conseille. Et puisqu'on parle de biopic et qu'on parle d'humour, on va terminer cette liste avec... I know him as well as I can know him, but who do you know, even when they're right in front of you? Et on termine cette liste donc avec un documentaire, un incroyable documentaire qui revient sur le tournage de Men on the Moon en 1998, un tournage mouvementé par son acteur principal, un certain Jim Carrey, qui ne réussira pas à sortir de son rôle durant tout le long de la production du film. Voilà comment on va se retrouver devant des images d'archives totalement loufoques et incroyables, où on va être témoin de la folie d'un homme incapable de reprendre possession de son identité. Le tout sera agrémenté par les commentaires d'un Jim Carrey vieillissant mais incroyablement sage et mélancolique, qui reviendra également sur l'ensemble de sa carrière et sur l'influence qu'a eu Andy Kaufman dans sa vie. Pour ceux qui ne savent pas qui est Andy Kaufman, c'est un humoriste des années 70, qui aura passé son temps à jouer des rôles sans savoir si c'était vrai ou non. Quand il fera un sketch, quand il sera invité sur des plateaux télé, quand il fera même du catch, on se demandera toujours s'il est sérieux ou s'il joue un rôle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément du troll. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Andy Kaufman est considéré comme le père fondateur du troll. Et les images de tournage qu'on peut voir dans ce documentaire ont été tournées à la demande de Jim Carrey par les proches de Kaufman lui-même. Mais tout ça ne sortira pas à l'époque du film, puisqu'Universal, à cette époque-là, les producteurs donc, ont eu peur que ces images aient des répercussions sur la réputation du très bankable Jim Carrey. Et sans vous en dire plus, je peux vous dire que le comportement de l'acteur durant le tournage a été un véritable enfer à vivre pour le réalisateur Milo Forman, mais aussi pour l'ensemble de l'équipe et pour les autres comédiens. Mais du coup, tout ce côté méta, c'est ce qui rend le truc totalement fascinant. Et pour un cinéphile, c'est du pain béni d'avoir accès à ce genre d'image qui généralement reste dans une sphère où nous, communs des mortels, nous n'avons pas accès. Voir Jim Carrey disparaître derrière son rôle d'Andy Kaufman a quelque chose de fascinant et terrifiant à la fois. Il va aller jusqu'aux insultes, jusqu'à l'agression physique, notamment envers la légende du catch de Memphis, Jerry Lawler. Et ces images prouvent justement toute la mélancolie que devait traverser l'acteur à cette époque alors qu'il était en pleine gloire. La mise en abîme est ultra intéressante, notamment grâce aux commentaires de Jim Carrey aujourd'hui, qui semble être en paix avec lui-même et qui offre par moments un regard caméra ultra perçant et très beau. Jim Carrey est apaisé durant ce documentaire,
et ça fait plaisir à voir. On ne saura jamais vraiment si tout ceci était un canular orchestré par Jim lui-même à l'instar de son idole, ou s'il était réellement dans la peau de son personnage durant tout ce temps. Le doute plane sur ces questionnements et l'illusion est parfaite. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite à vous jeter sur ce documentaire Jim and Andy, disponible sur Netflix. Bien sûr, avant ça, je vous invite également à voir Men on the Moon, qui est, et ce documentaire le confirme, le plus grand rôle de Jim Carrey au cinéma. À savoir si ce rôle lui a laissé quelques séquelles encore aujourd'hui et l'a changé pour toujours, ça, c'est à vous d'en décider. Mais ça confirme plus que jamais que Jim Carrey est quelqu'un de fascinant, un artiste hors pair, un grand homme. Et putain, ça fait quelque chose de voir ce mec vieillir. Parce que moi, j'ai grandi avec ce mec. Et je me dis qu'un jour, il sera plus là, et on n'aura plus le droit à son immense talent. Mais bon, ça après, voilà. C'est personnel. Quoi qu'il en soit, voyez ce documentaire. Si vous aimez Jim Carrey, si vous aimez le cinéma, si toutes ces images d'archives vous intéressent, voyez ce documentaire. Du coup voilà, écoutez, j'espère que ce petit moment entre nous vous aura plu. J'espère que je vous ai donné de bons conseils, j'espère que vous allez aller voir quelques films de cette liste. Si vous avez déjà vu quelques films de cette liste, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, on peut en débattre sur certains films. Voilà, une petite critique en commentaire sur certains films, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je suis très heureux de vous annoncer que plusieurs vidéos sont en préparation pour 2020, pour fin 2020. Des vidéos assez intéressantes, assez intrigantes, et qui vont être pas mal bossés, qui le sont déjà d'ailleurs, et qui je pense vont vous plaire, en tout cas j'espère. Le court-métrage aussi arrive je pense début 2021, donc soyez connectés sur la chaîne, et j'espère que ma première fiction vous plaira. Et quant à moi, écoutez, je vous laisse sur ça, et voilà, likez, partagez, abonnez-vous, etc. Hein, vous avez compris tout le principe de tout ça. Et du coup, portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et quant à moi, je vous dis à très bientôt, et à très bientôt. Ciao.